Bonjour Pascal. Bonjour Romain. Merci beaucoup pour nous accueillir ici chez toi. Avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler de prise de parole. Avant ça, j'aimerais si tu peux te présenter un peu, savoir comment tu en es venu à justement être un expert sur la prise de parole. Très bien. Alors moi, je suis un ancien ingénieur en informatique. J'ai exercé ce beau métier pendant 12 ans, mais avec en parallèle aussi un parcours de théâtre, d'improvisation théâtrale, de seul en scène, puisque je suis imitateur. Donc j'ai vraiment vécu ces deux vies en parallèle. Le monde de l'entreprise avec l'informatique et le monde du spectacle sur scène avec plein de choses. Et à un moment donné, je me suis dit, mais il faut que je trouve un peu de cohérence dans tout ça. Il faut que je fasse vraiment des choses qui me plaisent. Donc maintenant, il y a 10 ans maintenant, ça fait 10 ans, j'ai décidé d'aller faire des formations prise de parole en public. Puisque je connaissais l'entreprise, puisque je connaissais la scène, j'ai décidé de mettre la scène au service de l'entreprise en allant faire des formations prise de parole en public. Et j'ai développé ça assez rapidement depuis 10 ans. Donc je fais ça en formation et puis aussi en conférence où je donne les clés aux entreprises de la prise de parole en public en utilisant les imitations. Puisque c'est ma spécialité. Par exemple, je vais expliquer pourquoi Fabrice Lucchini prend très bien la parole en public. Parce que Fabrice Lucchini, tu vois, quand il parle, il va faire des ruptures. Et ça, les ruptures dans la prise de parole en public, c'est essentiel. D'accord. Des choses comme ça. Tu fais le lien entre le monde du spectacle et la prise de parole. Et plus concrètement, finalement, tu proposes de t'inspirer des célébrités. C'est bien ça ? C'est ça, parce que je crois fondamentalement que prendre la parole face à un public, c'est monter sur scène. Même si c'est dans une salle de réunion avec 6 personnes, pour moi, prendre la parole face à un public, c'est être sur scène. Et comme on est sur scène, on est à la fois le comédien, l'auteur, le metteur en scène de sa prestation. Et donc, on est en train de faire une performance scénique qu'on aura préparée à l'avance. Et donc, c'est bien de s'inspirer des meilleurs, qui sont les comédiennes, les comédiens, mais aussi les politiques, qui souvent sont de grandes comédiennes et de grands comédiens. Et donc, c'est bien de s'inspirer aussi de ce qu'ils font bien, ou de ce qu'ils font mal aussi, parce que parfois, il y en a qui sont pas aussi bons que ça dans leur communication. Et c'est bien de se dire, ça, ce sont des contre-exemples, faut pas faire pareil. D'accord, ça c'est effectivement très intéressant et c'est peut-être une particularité chez toi aussi d'avoir cette casquette un peu de comédien et du coup de donner des clés sur ce thème. Pascal, j'aimerais qu'on parle un peu de l'éducation des jeunes aujourd'hui en France. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aujourd'hui à des écoles pour aider les jeunes à apprendre à prendre la parole en public ? Comme je te parlais d'être comédien, je pense que une des choses par lesquelles il faut passer, c'est l'outil du théâtre et de l'improvisation théâtrale. L'improvisation théâtrale, ça existe depuis que les gens font du spectacle. Les gens associent l'impro comme outil pour travailler sur les spectacles. Et puis c'est devenu du spectacle à part entière il y a une 40aine d'années, que ce soit sur le continent européen ou que ce soit sur le continent américain. C'est devenu un spectacle à part entière. Et l'improvisation théâtrale, moi j'ai commencé ça quand j'étais étudiant, il y a une 20aine d'années, c'était en 96, donc on parle du millénaire précédent. J'ai découvert l'improvisation théâtrale à ce moment-là, c'était en plein essor. Et moi, ça a vraiment changé ma manière d'aborder le monde d'une certaine manière. Peut-être que je vais un peu loin, mais en tout cas, moi, ça m'a vraiment aidé dans ma communication, dans ma capacité à plus aller vers les autres, à lâcher un peu prise, à me faire confiance, parce que quand on a réussi à monter sur scène sans avoir de texte, en étant comédien, auteur, metteur en scène de sa propre prestation, devant un public d'étudiants, alors c'était à Jussieu qu'on faisait les matchs d'improvisation à l'époque, et d'ailleurs ça existe toujours. Une fois qu'on a réussi à faire ça, on prend vraiment confiance en ses capacités de communication. Et moi, je pense qu'il faut vraiment, au maximum, faire rentrer l'improvisation théâtrale et le théâtre dans les écoles, chez les étudiants, dans les facs, dans les universités, dans les écoles, pour que les étudiantes, les étudiants puissent développer cette capacité à être sur scène, à faire des performances orales, à s'amuser dans les performances orales, à lâcher prise dans les performances orales. D'accord, ok. Ça c'est vrai que c'est un conseil intéressant, surtout que je pense que c'est certainement assez facile de trouver des clubs ou des associations où on peut faire du théâtre et du théâtre d'impro. Okay. Alors ça, il y en a plein dans toutes les facs, dans toutes les universités, dans toutes les écoles, il y en a. Mais je pense qu'il est intéressant d'inscrire vraiment ça, que les pédagogues en université, en école, inscrivent vraiment ça dans les programmes. J'ai fait par exemple, j'ai animé des séminaires d'improvisation théâtrale au master marketing et communication de l'ESCP,
où là, vraiment, avec les étudiants, ils sont 55, on est 2 animateurs, on passe 2 jours à leur faire de l'improvisation théâtrale. Et ça soude déjà la promotion autour d'une activité dès le départ. C'est-à-dire que vraiment le directeur du master avait vraiment cette volonté-là, ce côté team building. Donc ça les soude. Et en plus, ça leur permet de faire des choses qu'ils n'auraient pas imaginé faire en temps normal. C'est-à-dire si je leur avais dit au début, ah bah tu vas voir, avant la fin de ces 2 jours, tu vas réussir à donner la définition d'un mot qui n'existe pas en ayant l'air sûr de toi. Eh ben, il m'aurait dit, tu es fou, quoi. Et en fait, on arrive à le faire. C'est grâce aussi à nos talents de comédien, de pédagogue, d'animateur, qu'on a amené ça. Et voilà, si c'était vraiment inscrit dans les programmes, là, on aurait une vraie démarche. D'accord. Ok. Ça, c'est intéressant. Puis après, on reparlera du coup du monde de l'entreprise, puisque justement, le fait de ne pas forcément apprendre à l'école, apprendre la parole en public, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence après dans une carrière? On reviendra là-dessus. J'ai une question aussi à te poser pour les étudiants. Pour tous ceux qui sont à la veille d'un examen oral, quels conseils concrets, assez simples à mettre en pratique, tu pourrais donner à ces étudiants? Ouais, on a un peu toutes et tous vécu ces moments où... mais de plus en plus d'ailleurs, parce que moi j'ai fini mes études en 97 et on n'avait pas tant d'euros que ça. Assez peu finalement. Et maintenant il y en a de plus en plus et c'est très bien. Parce que c'est très bien que les élèves, dès leur plus jeune âge, moi j'ai mes enfants, ils ont 8 et 10 ans, déjà ils commencent à faire des exposés devant l'ensemble de la classe. Donc je les aide à faire ça. Et c'est ce que moi en tout cas je ne faisais pas quand j'étais gamin. Et donc quand les étudiants ils ont ces épreuves, on appelle ça épreuve orale et c'est pas pour rien, c'est qu'on le vit vraiment comme une épreuve. Le meilleur conseil à leur donner, c'est de vraiment se préparer. Parce qu'il y a plein de moyens de lutter contre le stress, il y a la respiration notamment, il y a la visualisation positive, s'imaginer en train de réussir. C'est des moyens qui sont très importants, qui sont très efficaces, qui sont très pertinents pour réduire le stress, pour réduire le trac, qui est toujours présent, surtout quand on est jeune, qu'on n'a pas l'habitude de prendre la parole face à un public. Ces outils-là, ils sont très très bien. Mais ils ne remplacent pas l'outil principal, l'outil essentiel qui est la préparation. La préparation, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout d'abord savoir ce qu'on est venu dire. C'est-à-dire qu'on va passer un oral, on a des examinateurs en face de nous, un ou des examinateurs en face de nous, on est venu dire quelque chose, il faut bien se préparer à ce qu'on est venu dire. On peut pas venir en disant ouais, je vais me débrouiller, ça va, je sais parler. Je sais parler, donc je vais parler devant les gens, puis je vais leur raconter le truc. Non, il faut vraiment être préparé. Être préparé à ce qu'on est venu dire, être préparé aux questions qui vont tomber, donc avoir préparé tout ça à l'avance. Donc il y a un vrai travail de préparation, mais il y a aussi un travail de répétition. Et c'est souvent ce travail-là qu'on oublie, c'est se dire que pour réduire le trac, le meilleur moyen, c'est de faire ce qu'on est venu faire dans les conditions les plus proches possibles des conditions réelles, de répéter dans les conditions les plus proches possibles des conditions réelles. Donc, on peut s'aider de sa famille, on peut s'aider de ses camarades étudiants et dire, on va faire comme si on y était. Tiens, voilà, là je dois passer un jury, il y aura 4 personnes devant moi, je vais être assis devant eux et tout, on m'a regardé avec des yeux comme ça. On va faire pareil. Donc on va demander à un tel de jouer le jury et puis on le fait. Et puis chacun son tour le fait. Et en faisant ça dans les conditions les plus proches possibles des conditions réelles, on réduit son trac, on réduit son stress parce qu'on se sent plus préparé. C'est comme quand on passe un entretien d'embauche, enfin quand on cherche un boulot en tout cas, on va passer plusieurs entretiens d'embauche. Le premier, on va être hyper stressé. Si on en passe 5 dans la semaine, au 5e, on va être quand même plus détendu. Parce qu'on sera préparé en faisant les autres finalement. Oui, tout à fait. Ça, c'est vrai que je pense que c'est valable dans plein de domaines. Les sportifs de haut niveau, pareil, doivent se préparer systématiquement pour gagner cette confiance et pareil, réduire le stress et aller au succès. Et créer des automatismes aussi. Exactement. Parce que, alors ouais, effectivement, si on parle de sport un peu technique, les sports sont tous techniques, mais si on parle, je sais pas, du tennis, du golf, qui sont des sports qui sont très techniques et auxquels on n'arrive pas à faire grand chose avant quand même quelques semaines, quelques mois, quelques années, c'est la répétition du geste qui va faire qu'on va devenir bon. Bien sûr. Et donc si on ramène ça à la prise de parole, finalement, c'est avoir des automatismes pour justement peut-être être concentré sur moins de choses aussi au moment de faire son discours, de faire sa présentation, et tout en ayant justement ces automatismes et effectivement être libéré d'un poids parce qu'on sera réglé, on sera rodé et on va dérouler un petit peu, j'imagine, son discours comme ça. Exactement, c'est très bien résumé. Ok, c'est ça. Bon, délivrer, tout ce que tu veux. C'est ça. Ok, alors maintenant, si on rapporte ça au monde de l'entreprise,
C'est vrai qu'on parle un peu de nous, notre parcours scolaire, et effectivement, c'est un petit peu la même chose que toi, c'est-à-dire que j'ai pas forcément eu l'occasion dans mes études d'apprendre à prendre la parole. Toi, t'es plus jeune, Romain, quand même. Je suis un peu plus jeune, mais quel âge j'ai 35 ans. Ah bah voilà, j'ai 8 ans de plus que toi. Voilà, 8 ans. Et les choses ont un peu bougé, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, effectivement. J'ai fait quelques oraux, mais voilà, j'ai pas eu de cours de préparation et j'ai dû me débrouiller par mes propres moyens. Mais du coup, ça, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est quel constat aujourd'hui il y a dans le monde de l'entreprise. Quel est, selon toi, voilà, le constat pour un employé, un salarié qui doit prendre la parole en public? Alors le constat il est super simple. Pour avoir animé des tas de séminaires en tant que maître de cérémonie, où donc je vois des gens qui viennent parler face au public, pour avoir assisté à des réunions aussi quand j'étais ingénieur en informatique, pour avoir animé et assisté à des réunions, le constat il est que dans 99,9% des cas, les gens utilisent un PowerPoint. D'ailleurs, quand on prend la parole en public, on va jamais te dire tiens Romain, écoute, vendredi tu vas prendre la parole face à un public, tu peux d'ailleurs si tu le souhaites t'aider d'un visuel de type PowerPoint qui va pouvoir te permettre de compléter ton discours oral. Personne ne te dit ça. Non, les gens ils te disent dis donc Romain, vendredi il y a la réunion avec les achats, tu me fais un PowerPoint. On dit ça. Donc tout à fait. De base, juste dans l'expression, on met vraiment le PowerPoint au centre de tout. On dit tu fais un PowerPoint et il se trouve que tu vas peut-être te mettre sur le côté et commenter ton PowerPoint. Donc c'est vraiment comme ça qu'on voit les choses. Et donc, PowerPoint a pris la place des oratrices et des orateurs dans l'entreprise. En 25 ans, la première fois qu'on a fait une présentation PowerPoint avec un vidéoprojecteur, c'était en 1992, donc ça fait 27 ans. Depuis 27 ans, on a fait une régression sur les performances orales de manière générale et donc en entreprise qui est absolument incroyable. On a vécu sans PowerPoint pendant des millénaires et là, boum, en 27 ans, on a tout cassé. Donc, ce qui se passe en entreprise, c'est que les gens mettent le PowerPoint. Sur le PowerPoint, il y a pas mal de listes à puces, pas mal de graphiques un peu compliqués, des schémas un peu complexes, parfois des petites illustrations un petit peu rigolotes parce que quand même, sinon les gens s'ennuient. Donc, on met son gros PowerPoint derrière. Même souvent on dit on va éteindre les lumières pour qu'on voit bien le PowerPoint, parce que des fois les vidéos proches n'ont pas une luminosité super, donc on éteint un peu les lumières. Il y a le PowerPoint, les lumières sont éteintes. On se met sur le côté pour que tout le monde voit le PowerPoint, c'est super important. Et là, on a nos listes à puces, on a nos graphiques, on a nos schémas, et on bouge devant, on montre les choses au fur et à mesure. Donc on devient un peu Mister ou Miss Météo, clac, 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 clac. Et finalement on s'en sert le plus souvent comme d'un prompteur. Le prompteur, c'est vachement utile pour les présentateurs et les présentatrices d'émissions de télé, de journaux télévisés, où ils ont un prompteur. Mais ils ont la décence de ne pas nous montrer le contenu de leur prompteur. Du coup, on a l'impression qu'ils le font vachement bien s'ils le font de manière naturelle. Mais là, on utilise un prompteur et on montre le prompteur en disant regardez le prompteur, comme ça, comme vous savez lire, vous allez lire, et comme vous savez entendre, vous allez entendre. Mais comme l'être humain, que ce soit un homme ou une femme, il y a des mythes là-dessus, mais l'être humain ne peut pas faire deux choses à la fois. Du coup, il peut pas lire et écouter en même temps. Du coup, il passe d'une tâche à l'autre tout le temps. Je suis en train de lire, je suis en train d'écouter. Je suis en train de lire, je suis en train d'écouter. Il y a une sorte de surcharge cognitive qui se passe là-dedans. Le cerveau, il en peut plus. Du coup, il dit, non, je vais passer à autre chose. Je vais réfléchir à autre chose. Je vais commencer à penser à autre chose. Tiens, qu'est-ce qu'il y a à la télé, ça? Et puis, il faut que j'aille chercher les gamins avant 6 heures au centre parce que du coup, et puis, il faut que je déclare mes impôts en ligne. Et on commence à penser à plein de choses et on n'est surtout pas dans la réunion. Pourquoi? Parce que l'oratrice, l'orateur a laissé PowerPoint prendre sa place. C'est ça qui se passe. D'accord. Ouais, ça c'est un constat vraiment intéressant et je pense que personne ne peut le contredire puisque la grande majorité des présentations qu'on peut subir finalement en entreprise, c'est exactement ce que tu viens de dire. Tout à fait. Malheureusement. Ok. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pallier à ça? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pallier à ça? On pourrait remettre PowerPoint à sa bonne place. Et donc la place de PowerPoint, c'est de proposer du visuel. Parce que les mots, c'est nous. On est là en tant qu'oratrice, en tant qu'orateur pour porter les mots, même dans une réunion avec 5 personnes. Donc PowerPoint, il est là pour compléter le discours oral. Les mots sont portés par l'oratrice, par l'orateur. PowerPoint est là pour compléter le discours oral. Par quoi? Par du visuel. Parce que le visuel aide à mieux comprendre, aide à mieux mémoriser. Et quand je dis visuel, ça veut dire des photos par exemple, mais ça veut aussi dire des graphiques, mais des graphiques
simples où les éléments qu'on veut mettre en lumière sont vraiment mis en lumière. Ça veut dire des schémas, mais des schémas simples où les éléments qu'on veut mettre en lumière sont vraiment mis en lumière. Ça veut dire des symboles, par exemple, ça veut dire peut-être des mots, mais des phrases, des phrases très courtes, des choses courtes avec des éléments qui vont être mis en valeur par de la couleur, par du contraste, par une police différente, par une taille de police différente, du texte mis en image, du texte mis en valeur. Et si on décide que on prend sa place en tant qu'oratrice, en tant qu'orateur, que le PowerPoint est là pour soutenir visuellement les mots qu'on est en train de prononcer et que donc on reste quand même connecté à son public avec ça derrière nous, alors le public va mieux comprendre, va mieux mémoriser ce qu'on est venu apporter. D'accord. Les mots c'est nous, le PowerPoint c'est du visuel. Ok, donc il n'y aura pas de surcharge cognitive finalement et peut-être que le public va être plus aussi porté, justement, plus attentif à ce que va dire le présentateur finalement. Exactement, parce qu'on est là pour livrer une performance orale, on n'est pas là pour livrer un prompteur ou un document. C'est aussi le deuxième truc. Vous savez, c'est toujours ce moment où on est en réunion et puis il y a toujours quelqu'un qui va te poser la question, qui va dire excusez-moi, est-ce qu'on aura les diapos? C'est le gros stress des gens en réunion. Est-ce qu'on aura les diapos? Parce que si on n'a pas les diapos, je suis hyper stressé. Les gens sont stressés en réunion. C'est vrai. Alors, est-ce qu'on aura les diapos? Donc là, forcément, on répond, mais oui, bien sûr, je t'enverrai les diapos à la fin de la réunion. Et donc, on admet que ce qu'on a mis là est un document. Et si c'est un document, alors ça se suffit à lui-même. Et si ça se suffit à lui-même, alors ça veut dire que moi, je reconnais que je ne sers à rien. Ouais, tout à fait. Et que donc, j'aurais pu envoyer le document à tout le monde, que tout le monde l'aurait lu en pyjama dans son lit le soir ou le matin, tranquillou, et personne n'aurait perdu 2 heures. Oui, tout à fait. Et encore, c'est un pseudo-document souvent parce qu'on met des morceaux de phrases ou des bouts de phrases qui sont parfois difficilement compréhensibles sans qu'on nous les explique. Donc c'est vrai que voilà, le PowerPoint est vraiment aujourd'hui un peu bancal. Il est bancal et puis parce qu'il sert de tout. Il sert de prompteur, il sert de document, mais il sert aussi de support à une présentation orale. Donc ça peut pas marcher. Il y a rien qui peut servir à 3 choses à la fois. Tout à fait. Donc finalement, pour arriver à ce résultat, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens? C'est quoi? C'est peut-être une autre manière de se préparer, une autre manière de justement de préparer une réunion ou une présentation, ou comment est-ce qu'on pourrait les aiguiller là-dessus sur comment atteindre cet objectif finalement? Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est le moment où on te dit dis donc Romain, tu vas me préparer un PowerPoint, et comme on nous dit tu vas me préparer un PowerPoint, la première chose qu'on fait c'est de se jeter sur PowerPoint. Et c'est vraiment la mauvaise manière. Parce qu'on a tous appris, pourtant, que pour structurer une présentation orale, pour préparer une performance orale, il faut d'abord structurer. Et structurer, ça se passe jamais dans PowerPoint. Ça se passe sur un Word, sur du papier, si on veut, avec des post-it. Ça se passe de 1000 manières différentes. Mais il faut d'abord dire qu'est-ce que je suis venu dire? Où est-ce que je vais emmener mon public? Mon public va changer au cours de ma présentation, que je sois en train de faire un discours motivationnel ou que je sois en train de présenter l'état d'avancement d'un projet, le public va changer au cours de ma présentation. Puisque je suis venu leur parler, c'est bien que je veux qu'ils changent et ou qu'ils agissent. Donc déjà, c'est la première question à se poser. Qui est mon public? D'où est-ce qu'ils partent? Où est-ce que je veux les emmener? Et une fois que je sais ça, alors je vais pouvoir structurer pour les emmener de ce point A à ce point B. Je vais structurer. Donc avec des grandes parties, ce que j'appelle des grands messages, et puis des sous-messages, et puis des choses pour illustrer ces messages, comme des anecdotes, des choses comme ça, ou des phrases du style « il vous est tous arrivé d'eux », par exemple, des choses comme ça, des éléments vraiment tangibles, des chiffres, des informations, des détails techniques, si on est face à une population technique, ça dépend de qui est-ce qu'on a en face de nous. Je structure, je sais ce que je suis venu dire, j'ai un squelette de présentation, j'ai même des mots-clés, voilà, je sais ce que je suis venu dire, je sais le temps que j'ai pour le dire. Et après, je me dis « ah ok, j'ai tout ça ». Mon discours oral, il est prêt. Maintenant, comment est-ce que je fais pour que les gens comprennent mieux et mémorisent mieux ce que je suis venu dire? Et là, j'utilise PowerPoint. Et là, j'utilise du visuel. Et comme j'aurais structuré avant, je peux me dire que mon PowerPoint va toujours venir en soutien visuel de ce que je suis venu dire. Donc, c'est vraiment une question de méthode et une question d'ordre dans lequel on fait les choses. D'abord, réfléchir à ce qu'on est venu dire, comme on le fait depuis des millénaires. Et après, se dire comment le PowerPoint il peut apporter un plus par rapport à ça, un complément par rapport à ça. D'accord, donc ça c'est vraiment intéressant, c'est une autre manière finalement d'aborder une prise de parole, et c'est vrai que c'est vraiment intéressant, donc on met de côté finalement le PowerPoint et on l'utilise uniquement en termes d'appui visuel, mais non plus comme support principal finalement. Exactement. Donc c'est plus préparation, on travaille son discours, plutôt que d'abord son PowerPoint finalement. Exactement. Et peut-être même que dans certains cas, on pourrait se passer de PowerPoint finalement. Mais voilà, mais oui, mais évidemment, même dans la plupart des cas, on peut se passer de PowerPoint.
Le PowerPoint est devenu quasiment obligatoire, mais on peut s'en passer. Bon, bah écoute, merci Pascal. C'était un grand plaisir. À la fois pour les étudiants et puis plus pour le monde de l'entreprise. Je pense que là, effectivement, on a donné quelques clés, et puis voilà, quelques astuces, et j'espère qu'on a attiré aussi un peu surtout l'attention aux différentes personnes qui regardent cette vidéo pour s'interroger sur justement les prises de parole qui sont faites dans leur entreprise et voir s'ils peuvent faire un peu de manière différente. Ah oui, la première étape, c'est la prise de conscience. Et après, c'est la mise en action. Et après, la mise en action, effectivement. D'ailleurs, tu parles souvent dans tes vidéos à la fin d'un PowerPoint, l'appel à l'action. C'est typiquement. Call to action en anglais. Exactement. Alors justement, toi, tu écris aussi quelques livres. Je mettrai les liens en dessous de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à regarder ce que Pascal a écrit. Je pense qu'il y a plein de sens dans ces bouquins-là. Absolument. Et puis, tu es aussi formateur en entreprise et conférencier. Exactement. Donc pareil, il y aura les liens en dessous de la vidéo pour ceux qui veulent contacter Pascal éventuellement, pour qu'il puisse intervenir dans votre entreprise aussi et vous donner des conseils pertinents. Parfait, merci Romain. Merci beaucoup Pascal, et puis à très bientôt. À très bientôt, merci.